Bonjour à tous, troisième vidéo consacrée à l'évolution et à destination des troisièmes. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment la Terre s'est formée. Nous nous sommes quittés sur l'apparition des océans et des premières formes de vie. Alors, comment la vie est-elle apparue et quand? C'est l'objet de cette nouvelle vidéo. Alors, la constitution des êtres vivants nous donne des indications sur leur origine. Souvenez-vous, en sixième, nous avions cherché à expliquer pourquoi les feuilles changent de couleur en automne. Nous les avions pour cela observés au microscope et nous avions découvert au microscope des cellules. Ces cellules sont tout le temps formées des mêmes éléments, une membrane, un noyau et le cytoplasme à l'intérieur. En particulier chez les cellules végétales, on voit également des petites boules vertes, vertes car elles contiennent de la chlorophylle et on appelle ces petites boules des plastes. Donc plastes contenant de la chlorophylle. Même chose pour les animaux qui sont également constitués d'une ou plusieurs cellules. Et là, pareil, organisation, membrane, noyau, cytoplasme. Une cellule. Cette année, nous avons étudié plus particulièrement les bactéries qui ne sont constituées que d'une seule cellule. En voici une schématisée. J'y repère membrane, cytoplasme, mais par contre, pas de noyau. Donc c'est la particularité des bactéries par rapport aux cellules végétales et aux cellules animales. Donc, pour résumer, pour les animaux, les végétaux, les bactéries, eh bien, que ce soit les animaux, les végétaux ou les bactéries, ils sont tous constitués de cellules. Tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Alors, ça peut être de une cellule ou de plusieurs. Les êtres vivants constitués d'une seule cellule sont des êtres vivants unicellulaires. Ceux qui sont constitués de plusieurs cellules sont des êtres vivants pluricellulaires. Quoi qu'il en soit, les êtres vivants sont constitués de cellules. C'est un caractère partagé. Et ce caractère partagé permet de dire que tous les êtres vivants descendent d'un ancêtre commun constitué par une cellule. On peut construire un arbre d'évolution pour résumer cela. On trace un axe, on repère le temps, on repère l'actuel et on trace un trait pour repérer donc tous les êtres vivants qui vivent actuellement. On a donc des animaux, on a des végétaux, on a des bactéries. Le point commun entre tous ces êtres vivants, c'est qu'ils sont constitués de cellules. Les animaux comme les végétaux présentent un noyau, donc on peut les regrouper ensemble. Et que ce soit les animaux, les végétaux, les bactéries, sont constitués de cellules, membrane, cytoplasme, donc on peut les réunir ensemble. Je rajoute une racine, on obtient un arbre. Je place les ancêtres en commun, que je matérialise par des ronds et je représente ça en légende. Il ne me reste plus qu'à placer les innovations évolutives, que je vais représenter par des traits. Alors ici, membrane et cytoplasme, ils sont tous constitués de cellules. Particularité des animaux et des végétaux, ils ont un noyau, donc au cours du temps, au cours de l'évolution est apparu le noyau. Et enfin, particularité des végétaux, ils ont des plastes contenant de la chlorophylle, j'ajoute donc l'innovation évolutive correspondante. Ici, on a donc le dernier ancêtre commun qui a été baptisé Lucas pour Last Universal Common Ancestor. Donc en français, le dernier ancêtre commun universel. Et c'est donc la première espèce, le premier être vivant qui est apparu. Alors, quand est-il apparu? Comment est-il apparu? Longtemps, les scientifiques se sont posé la question. Ils ont fini par trouver des éléments de réponse dans d'étranges roches en boule, comme vous pouvez les voir à l'écran. Ces structures surprenantes ont été observées un peu partout dans le monde et dans des strates de tous les âges. Ici, comme c'est en Afrique, où elles sont âgées de 2,5 milliards d'années. Et les plus anciennes que l'on ait retrouvées se trouvent au Groenland et elles sont âgées de 3,7 milliards d'années. Dans ces roches, on trouve des fossiles bizarres qui semblent formés de couches concentriques. On connaît à l'heure actuelle des constructions similaires, notamment en Australie. Alors ici, c'est la carte de l'Australie. Sur cette carte, on trouve donc sur la plage de Shark Bay, que j'ai indiquée par une étoile, en Australie, on trouve des roches particulières.
Ces roches ont une forme en boule, voire de champignon, et leur surface est gluante. En coupe, elles apparaissent formées de très fines couches concentriques, raison pour laquelle on leur a donné le nom de stromatolithes, du grec stromato qui veut dire couche et lith qui veut dire pierre. Je vous ai dit que leur surface est gluante. Alors, au départ, on pensait que c'était une algue qui recouvrait le stromatolithe, s'installait dessus et donnait donc cet aspect gluant. Sauf qu'en fait, pas du tout. Observées au microscope, on voit des bactéries bleu-vertes appelées cyanobactéries. Ce sont ces bactéries qui confèrent l'aspect gluant aux stromatolithes. Et ce qui est mieux encore, c'est qu'on a découvert que ce sont ces bactéries qui fabriquent les stromatolithes. Et du coup, pour revenir aux fossiles de départ, eh bien, ces fossiles qui sont présents un petit peu partout sur la planète, ce sont des fossiles de stromatolithes. Et puisque, à l'heure actuelle, les stromatolithes sont formés par des bactéries, on en déduit que des bactéries étaient déjà présentes lorsque ces stromatolithes fossilisés se sont formés. Puisque les plus vieux fossiles de stromatolithes sont âgés de 3,8 milliards d'années, eh bien, cela signifie que la vie était déjà présente il y a 3,8 milliards d'années. Dater l'apparition de la vie est donc difficile, mais ce qui est sûr, c'est que la vie était déjà présente il y a 3,8 milliards d'années. Nous voici 3800 millions d'années, 3,8 milliards ou 3800 millions d'années, ça revient au même. Vous voyez que la planète est toujours active, notamment par les éruptions volcaniques. Les océans sont présents et dans ces océans, la vie est apparue. Les cyanobactéries sont présentes et construisent les stromatolithes dont on retrouve les fossiles à l'heure actuelle. Alors, pour s'y retrouver, les scientifiques ont construit une frise, un calendrier nommé échelle des temps géologiques, allant de la naissance de la Terre il y a 4600 millions d'années à aujourd'hui. De toute cette histoire, on ne connaît vraiment que les 500 derniers millions d'années, car c'est à partir de là que les fossiles sont nombreux. On sait que la vie était déjà présente avant, mais plus on remonte le temps et plus les fossiles se font rares. Du coup, les scientifiques ont coupé la frise en deux parties. Au niveau de 545 millions d'années. Alors de 4600 millions d'années à 545 millions d'années, toute cette première période s'appelle le cryptozoïque, du grec cryptos qui veut dire caché et zoïque la vie, donc littéralement ça veut dire la vie cachée parce qu'il y a peu de fossiles. Et puis la deuxième partie de la frise correspond au phanérozoïque, du grec phanéros, qui veut dire caché et donc littéralement, qui veut dire visible et donc littéralement la vie visible. Donc, il y a 4600 millions d'années, la Terre prend naissance. Il y a 4200 millions d'années, les océans sont formés. Il y a 3800 millions d'années, la vie est déjà apparue. On connaît bien le phanérozoïque dont on dispose de nombreux fossiles et les scientifiques ont donc pu affiner la frise. On a pu donc reconstituer quels étaient les êtres vivants qui ont peuplé en milieu aquatique comme en milieu terrestre et ces changements ont été et la vie donc a changé au cours du temps, parfois de façon brutale, ce qui a permis aux scientifiques donc de euh, diviser bien le phanérozoïque en trois ères. La première, c'est le paléozoïque, de moins 545 millions d'années à moins 250 millions d'années. Suit le Mésozoïque, allant de moins 250 millions d'années à moins 65 millions d'années, et enfin de moins 65 millions d'années à nos jours, c'est le Cénozoïque. Alors dans les trois cas, paléozoïque, mésozoïque et cénozoïque, à chaque fois il y a le mot zoïque qui vient de zoé, qui veut dire la vie. Paléo ça veut dire ancien, céno ça veut dire nouveau, méso ça veut dire au milieu. Donc en fait c'est trois termes qui sont assez faciles à retenir quand on regarde leur étymologie. Alors, c'est au Paléozoïque que la vie se développe beaucoup plus puisqu'on en a des fossiles.
On a les premières plantes et les premiers animaux qui colonisent la terre ferme. On a donc divisé cette ère du Paléozoïque en 6 périodes, que sont le Cambrien, l'Ordovicien, le Silurien, le Dévonien, le Carbonifère et le Permien. Ensuite, il y a donc le Mésozoïque. Cette ère est divisée en 3 périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. C'est durant cette ère que les dinosaures ont peuplé la Terre. Enfin, la dernière ère correspond au Cénozoïque. Elle a duré 65 millions d'années, ce sont les 65 derniers millions d'années. Cette ère est divisée en 2 périodes, le Paléogène et le Néogène. Elle voit l'apparition de l'homme et le développement des mammifères. N'oubliez pas non plus que la carte du monde a changé pendant tout ce temps. On l'a vu en quatrième, les plaques tectoniques se déplacent, elles sont mobiles les unes par rapport aux autres, ce qui provoque le déplacement des continents. Si on remonte le temps, donc du coup, au Trias, eh bien, tous les continents étaient réunis et formaient un supercontinent que l'on appelle la Pangée. Si on remonte encore plus longtemps, au Cambrien, eh bien, il y avait également un supercontinent qui s'appelait Rodinia. Donc au final, cycliquement, les continents se rassemblent et se désassemblent. Vous avez donc compris que la vie est apparue dans l'eau. Elle s'est ensuite développée hors de l'eau, il y a 450 millions d'années, à une époque qui correspond à l'Ordovicien. À cette époque d'ailleurs, souvenez-vous votre cours de quatrième, on a vu que les continents n'étaient pas placés au même endroit. Voici l'aspect de la planète à l'époque, qui s'est connu grâce à différents éléments que vous étudierez plus tard au lycée. À cette époque apparaissent donc les premières plantes terrestres et les premiers animaux s'aventurent hors de l'eau. Jusqu'alors, la terre ferme était une vaste étendue déserte. Alors, comment se sont passés les événements? Qui sont arrivés les premiers, les végétaux ou bien les animaux? Là encore, personne n'était présent pour en témoigner. Cependant, il est possible de revivre ce qu'il s'est passé à l'époque à travers des exemples actuels, comme la naissance de l'île de Surtsey. Cette île se situe au sud de l'Islande. Elle est apparue en plein océan lors d'une éruption volcanique sous-marine qui a duré 3 ans, du jeudi 14 novembre 1963 à 1966. En 1963, le paysage de Surtsey est saisissant, sans aucun être vivant, uniquement de la lave et de la cendre volcanique, un désert noir, un territoire totalement vierge, sans aucune implantation végétale et aucun animal pour l'occuper. L'île est alors interdite au public et seuls les scientifiques peuvent y poser le pied sous conditions. Dès juin 1965, une première plante apparaît, puis des mousses, puis des lichens. Mousses et lichens finissent d'ailleurs par recouvrir la majorité de l'île. 30 espèces végétales sont aujourd'hui installées sur le sol de Surtsey et même 2 à 6 espèces supplémentaires colonisent l'île chaque année. Concernant rapidement après, des petits animaux s'installent ensuite. Des insectes, des araignées, des acariens. Apparaissent ensuite des oiseaux, dont les mouettes et les macaremoines que vous voyez là. Et finalement, des phoques aussi s'accaparent l'île. De la même façon, on peut en déduire qu'il y a 450 millions d'années, ce sont les plantes qui sont apparues les premières, puis les animaux. Alors pourquoi cet ordre? Il y a une logique. Les animaux avaient des besoins nutritifs pour s'installer. En l'occurrence, là, vous voyez que l'insecte en question se nourrit des sangs des carcasses d'oiseaux, que les oiseaux se nourrissent de poissons, de crevettes, de vers, etc. Et que les phoques, même chose, se nourrissent de crevettes, de poissons, de calamars, etc. Ils se nourrissent donc d'animaux qui eux-mêmes consomment des végétaux. Et donc, si ces animaux ne sont pas présents, eh bien ceux-là ne pourront pas se nourrir. Concernant les plantes, elles n'ont besoin que de matière minérale. Ça, on l'a vu en cinquième. Du dioxyde de carbone qui est pris dans l'air et de l'eau qui est pris dans le sol. Avec ces deux réactifs, elles peuvent produire de la matière organique, des sucres, du moment qu'elles reçoivent de la lumière.
C'est dans les feuilles qu'a lieu cette synthèse qui ne peut avoir lieu donc qu'en présence de lumière. On appelle donc cette synthèse qui dépend de la lumière la photosynthèse. Des feuilles qui doivent être absolument vertes car ce sont dans les chloroplastes, les plastes qui contiennent la chlorophylle, qu'a lieu la photosynthèse. Ce sont donc ces chloroplastes qui permettent aux cellules végétales la production de matière. La chlorophylle permet donc aux végétaux d'être autonomes vis-à-vis de leur alimentation. Ainsi, les végétaux et les animaux présentent des métabolismes tout à fait différents. Les végétaux qui possèdent de la chlorophylle sont autonomes vis-à-vis de leur alimentation, on les dit autotrophes, tandis que les animaux qui ne possèdent pas de chlorophylle dépendent pour leur nutrition d'un autre être vivant, on les dit hétérotrophes. Ainsi, ce sont les végétaux qui sont sortis de l'eau les premiers, suivis des animaux.